Bonjour Déborah, bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Omeline. Très heureuse de te recevoir pour créer cette conversation inspirante ensemble, que tu nous partages aussi les messages que tu as envie de faire passer dans ce podcast. Avant de te présenter, est-ce que tu aimerais nous décrire l'environnement dans lequel tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer quand tu nous parles? Alors, je suis assise en tailleur sur une chaise blanche ronde que j'adore, que j'ai depuis que j'ai 15 ans, Euh, sur un bureau que j'ai récupéré de mon oncle avec un tapis marocain en dessous de moi, une tapisserie avec des hiéroglyphes que j'aime beaucoup et trois tableaux avec des dessins écoféministes faits par une artiste espagnole que j'apprécie beaucoup aussi. Donc voilà, je me suis créé mon petit cocon pour travailler depuis ma nouvelle maison. Et c'est top. Et géographiquement, où es-tu pour nos auditeurs? Sur la côte bleue, Sur la côte bleue à côté de Marseille. la côte bleue à côté de Marseille. Magnifique. Donc tu es sous le même soleil que moi. C'est ça. Alors Déborah, tu es docteur en écologie. Tu es connue aussi comme la spécialiste mondiale des albatros. Tu as, tu as publié une vingtaine d'articles dans des revues scientifiques. Tu as été élue en 2017 par La Tribune dans le top 20 des femmes innovantes. Tu as été la première Française sur une expédition féminine en Antarctique qui formait 78 scientifiques en leadership pour sauver la planète. Et tu es maman de 2 enfants. La maternité t'a amené aussi à plaquer ta carrière académique pour devenir, comme tu le dis, scientifique à impact et agir au cœur de la société. Ça t'amène en 2018 à créer Earthship Sisters, qui est un incubateur pour révéler le leadership des femmes qui accélère la transition écologique. Alors, vous avez accompagné 48 femmes, levé 1 million d'euros en 5 ans. Et aujourd'hui, c'est la clôture, c'est la fin de Earthship Sister. Tu vas nous en parler. Prête pour de nouveaux challenges, pour de nouvelles aventures entrepreneuriales, puisque tu es diplômée cette année de l'EM Lyon. Tu ajoutes une nouvelle corde à ton arc en tant qu'administratrice à impact pour mettre l'environnement au cœur des stratégies d'entreprise. Magnifique tout ça. Tu me disais que t'aimerais que les auditeurs repartent de notre épisode en sachant et en étant convaincus que tout est possible. Et donc la première question que j'aimerais te poser, c'est, ça veut dire quoi que tout est possible? Eh bien, peut-être pas tout, mais ce qu'ils souhaitent vraiment. On a tous des envies, des choses qui nous font kiffer plus que d'autres. Et la société dans laquelle on vit parfois nous retient, nous enferme dans des cercles de plus en plus complexes, imbriqués les uns dans les autres. Et voilà, moi, j'aimerais que mon témoignage il puisse peut-être donner la force à certains, à certaines, de redresser la barre quand ils sentent qu'ils sont pas dans le bon cap de leur vie professionnelle et de la vie personnelle qui va de pair avec. Hmm. Et alors, quel lien on fait avec ça, que tout est possible, tu vois, ce rebondissement après Earthship Sisters? Ah Qu'est-ce bah moi, que... j'ai toujours rebondi. Bah, ça fait maintenant ma deuxième transition professionnelle, je pense. Hmm. Après avoir quitté la recherche, je sors du monde de l'entrepreneuriat à impact, en tout cas collectif, puisque j'y reste avec ma boîte en mon propre. Et, euh, et voilà, c'est des séries de choix avec des transitions parfois assez abruptes, mais au moins je me sens pleinement alignée avec qui j'ai envie d'être à ce moment-là et mes priorités qui évoluent, mes expertises qui évoluent, et donc ma clientèle avec aussi. Hmm. Et puis c'est une véritable quête identitaire. Complètement. Et je trouve que tu es un très bel exemple de ça, parce qu'il y a aussi l'aspect scientifique, il y a
cette expertise que tu as des albatros, du leadership, de l'environnement. En fait, il y a beaucoup d'identité en toi. Et, et j'imagine que effectivement, c'est pas simple de trouver ce que tu as envie d'incarner et comment. Alors, on met ça sous la casquette de l'entrepreneuriat, mais finalement, c'est toi. Ben oui, je me suis vraiment beaucoup posé la question. J'ai eu la chance d'avoir une coach avec qui ça fitait super bien, qui m'a, je sais pas si elle m'a sauvé la vie, mais elle m'a fait un bien de dingue. Hmm. Je me rappelle avoir eu cette discussion en lui disant, mais je suis qui en fait? J'ai plein d'activités professionnelles en parallèle. Je ne veux pas en avoir qu'une. Je veux slasher en permanence parce que c'est ça qui me nourrit. Mais qui je suis du coup. Et là, quand j'ai pris la décision de fermer Archip Sisters en mars dernier, ben, j'en ai reparlé avec elle. Je dis, ben, du coup, si j'arrête Archip Sisters, ça enlève une grosse part de mon identité. Mhm. Comment je fais pour me reconstruire après ça? Et voilà que le fait d'en parler, moi, j'écris beaucoup aussi. Ça m'aide à poser mes idées et à me projeter vers la suite. J'aime bien quand ça va vite aussi. Donc, Mhm. je descends bien au fond et je tape les pieds au fond comme dans une piscine et je remonte. Oui, et puis il y a ce moment où tu dis, ben non, en fait, ça, c'est stop. Ouais, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et alors, j'ai partagé un peu ton parcours. Est-ce qu'il y a des étapes sur lesquelles tu aimerais revenir pour nos auditeurs? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter ou pas? Ouais, ben que je suis pas la spécialiste mondiale des albatros. En fait, on est plein. On est plein T'as parce que raison. les Tu m'avais albatros. dit, dans ta bio, il y a marqué, elle est spécialiste. C'est moi qui ai dit Oui. la spécialiste. On est plein parce que les albatros, c'est une des espèces sur lesquelles il y a le meilleur jeu de données au monde, des espèces sauvages. Et Hmm. c'est un régal de pouvoir faire des modèles mathématiques avec les données-là. C'était juste ça. Hmm. Et alors moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est de faire un parallèle entre ce que tu sais des albatros et l'entrepreneuriat les entreprises à mission ou à impact ou enfin j'aime pas dire ça parce que pour moi une entreprise par défaut elle devrait être à mission à impact et dans le respect du collectif et de l'environnement. Donc Mhm. mais voilà j'aimerais aussi si tu es d'accord que dans cette conversation on puisse trouver peut-être des, des les apprentissages que qu'on pourrait recevoir de des albatros pour notre propre chemin d'accomplissement, d'évolution, d'éveil, tant individuel que collectif. Mm. Bah, c'est vraiment le retour vers les albatros que j'avais un petit peu mis de côté pendant ces 5 années d'entrepreneuriat. Enfin, je m'en sers beaucoup aujourd'hui dans ma nouvelle vie professionnelle comme un modèle pour euh, faire passer des messages auprès des entreprises. Donc, je travaille pas que auprès d'entreprises à impact, hein. Je travaille auprès des chefs d'entreprise de PME ou de grands groupes internationaux. Et c'est pas du tout tous des entreprises à impact. Par contre, c'est des entrepreneurs qui ont compris que il faut qu'ils se posent les bonnes questions maintenant pour des Mm. raisons purement stratégiques et de vie future de leur organisation. Oui, Et donc, c'est des entreprises qui ne le sont pas forcément encore, mais qui ont cette quête de bah, c'est progression. ça qui est super intéressant en ce moment, c'est que je pense que le Covid nous a fait passer le cap, enfin, la masse critique de la population qui n'était pas forcément sensible à ces sujets dans leur vie professionnelle et qui Mm. maintenant savent qu'ils n'ont plus le choix. Donc, ça peut être vu comme effrayant, mais moi, je trouve ça super excitant, en fait, parce qu'on a tout un modèle à inventer. Et avec les bons outils, j'utilise beaucoup la psychologie positive, j'utilise beaucoup de la pédagogie basée sur la science, mais avec beaucoup d'émotionnel, où la parole est libre, puisque j'apporte, c'est très important pour moi, cette authenticité, cette capacité à être soi-même aux gens en face, j'espère, en tout cas un petit peu. Et, Mm. euh, et c'est là qu'on peut vraiment euh, prendre position et trouver la voie de chacun dans l'amélioration de son empreinte écologique. Mm. Et
Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi les réactions en face de toi? Comment les chefs d'entreprise réagissent? Quelles sont les prises de conscience? Quelles sont peut-être les voies de changement ou d'ajustement? Alors, j'ai deux grands formats avec lesquels je travaille aujourd'hui. Il y a le format conférence qui va de une demi-heure à 1 heure et demie, où là, c'est un électrochoc de positivité et d'inspiration, basé sur les faits scientifiques et les albatros, bien sûr. Et j'ai le format avec l'APM, l'Association pour le Programme Management, où là, c'est un format... Pardon. L'Association pour le Programme Management, où là, c'est un format une journée avec, encore une fois, la méthodologie de leadership environnemental, mais aussi entrecoupé d'ateliers où c'est eux qui travaillent. Et donc, dans les deux cas, je me retrouve avec jamais une salle, enfin, j'ai jamais tout le monde qui réagit de la même façon, et tant mieux, puisqu'on est tous différents. J'ai souvent des personnes qui disent merci. Juste merci, en fait, d'apporter un regard positif sur l'environnement, parce qu'au départ, ils m'avouent, à la fin, que quand ils m'ont vu arriver, ils avaient peur. Quand il y a un scientifique qui vient parler d'environnement, au départ, c'est souvent culpabilisant ou angoissant ou incompréhensible. Donc, ils sont un peu traumatisés à cause de ça. Ou alors, comment dire, extrémistes, dans le sens, on peut pas décroître tout maintenant et arrêter tout de suite. Donc, ils sont souvent pas d'accord, au niveau politique aussi. Mais au final, je pense que, en tout cas, avec le format une journée, on arrive à avoir des débats tellement existentiels, puisque c'est une thématique qui touche pas juste au domaine dont je parle, qui touche à la géopolitique, à la vie personnelle, aux générations futures. Et donc, c'est un sujet extrêmement global. Et il faut que les complexes, et il faut que les solutions soient complexes pour pouvoir répondre à ça. Donc, elles doivent être propres à chacun. Et donc là, j'étais justement à Singapour la semaine dernière pour un club APM, et j'ai sous les yeux la liste des engagements que certains ont pris à la fin de mon expertise. Et il y a des choses assez originales auxquelles j'avais jamais pensé, comme la création d'un département éducatif au sein de l'entreprise pour parler justement de cette complexité d'enjeux qui sont imbriqués et qui font évoluer là où se trouve le marché de l'entreprise. Il y en a un qui disait qu'il voulait essayer de faire matcher l'ikigai des collaborateurs avec celui de l'entreprise. Donc, c'est cet alignement entre ce pourquoi on est doué, ce qu'on a envie de faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut gagner notre vie. Et il disait, moi, justement, j'y suis pas du tout. Donc, comment est-ce que je peux convaincre les collaborateurs d'y être? Il y en a beaucoup qui voudraient travailler plus sur la data pour arriver à comprendre mieux leur empreinte. Et moi, je leur dis, mais sortez de l'empreinte carbone, ne faites pas que ça. C'est la mode aujourd'hui, mais c'est trop en retard par rapport à l'urgence de travailler sur l'empreinte biodiversité, où le climat représente une des 5 pressions que les humains ont pesées sur la biodiversité. Et donc, il faut travailler aussi sur l'empreinte des 4 autres pressions. La dégradation des habitats, avec notamment notre consommation en mètres carrés de sol et en mètres cubes d'eau. La surexploitation des espèces et des ressources. Il y a certaines ressources comme le sable ou certains métaux qui arrivent à expiration, là. Il y a l'introduction d'espèces invasives, et il y a un nouveau rapport justement de l'IPBES qui est sorti récemment sur ce sujet. L'IPBES qui est le grand consortium de scientifiques internationaux équivalent au GIEC, mais qui travaille justement sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc ce que nous apporte la nature dans nos vies de tous les jours. Et le dernier, donc, c'est la pollution, en plus du changement climatique. La pollution sous toutes ses formes, pas que le plastique, pas que les déchets, mais aussi plein d'autres formes de pollution sonore, lumineuse, électromagnétique, radioactive, enfin, il y en a plein de sortes. Et ça, l'entreprise n'a pas forcément la data pour commencer à le mesurer. Et si elle peut pas le mesurer, elle sait pas si elle le réduit, elle sait pas si elle augmente. Et c'est pas si elle peut le mesurer, ça devient un jeu, ça peut devenir un jeu pour les collaborateurs d'arriver à mesurer l'empreinte petit à petit. Et la charge Donc, mentale, je mettrais aussi dans la pollution. Je mettrais la charge mentale. Ah oui, il y a une charge mentale, et il y a aussi, c'est ce que je démontre dans toutes mes interventions,
Il y a aussi, avec l'outil Factfulness, le fait que quand on connaît l'état du monde, on se sent mieux. Je leur démontre qu'ils ont une vision surpessimiste de l'état du monde. En fait, il y a, oui, d'un côté, on a un monde qui dépasse les limites planétaires, mais d'un autre côté, on a un monde qui, au niveau social, a fait d'énormes progrès pour réduire la pauvreté, donner accès à l'électricité à une majorité de personnes, éduquer les petites filles. Et ça, le problème, c'est que l'information positive n'arrive pas aux gens. Euh, Parce que c'est pas dans le modèle économique des médias aujourd'hui, que les réseaux sociaux non plus, c'est pas ça qu'ils vont faire transférer à des C'est pas grandes ça masses. qui crée le bug. Ouais. Exactement. Et donc, il faut être hyper vigilant à rechercher activement de l'information et à stimuler le sens critique tout le temps, comme le fait un scientifique en fait. Hmm. Hmm. Ok, magnifique. Euh, et alors, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi que tu reviens à un modèle économique pour toi qui est plus simple. Plus Oh aujourd'hui oui. en une entreprise individuelle, tu vends des prestations, enfin, tu vends tes services de conférencière, de consultante aussi, il me semble. Mhm. Donc, un Oui, modèle alors j'ai économique. plusieurs. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Ah, non, mais je disais juste un modèle économique qui revient à la simplicité, peut-être à, 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 à vendre tes expertises à toi. Et est-ce que ça, c'est une leçon que tu tires de l'expérience Earthship Sisters? De revenir Alors, à quelque chose de plus individuel, de plus simple. Ça veut pas dire que tu agis pas avec un collectif, hein, mais en termes de mhm. modèle économique. Alors oui, c'est très intéressant que tu le mettes en perspective comme ça. Je l'avais jamais vu comme ça. Donc moi, avant, enfin ma vie professionnelle, ça a été être en CDD dans des laboratoires de recherche avec des salaires, bon, pas terribles, mais j'aspirais pas forcément à plus puisque ça me servait à subvenir à mes besoins, pas trop dépensière, c'est cool. Quand j'ai décidé de quitter la recherche, quand j'étais vraiment déçue par le système et par le manque d'impact concret que j'avais pour protéger la biodiversité suite à mes différentes publications scientifiques, qui au final s'adresse à une élite scientifique, et Mm. basta. Euh, j'ai voulu vraiment faire tout l'inverse de ce qui me décevait dans la recherche. Dans la recherche, j'ai trouvé qu'on manquait de coopération, que ça manquait de féminin, que ça manquait de créativité. À chaque fois que je voulais faire des trucs un petit peu différents de la norme, on me dit ah non, tu devrais pas, ça va réduire ton chance d'être publié, tes chances d'être publié. Ça manquait d'enthousiasme. Le monde de la recherche, enfin que j'ai connu, en tout cas, j'ai fait 4 labos différents, et assez gris. Mm. On rigole en soirée, mais dans le travail, ben c'est assez individuel et voilà. Donc j'étais déçue au final de ça. Et donc dans Archip Sisters, j'ai cherché à faire quelque chose qui déjà était plus utile pour la société, c'est-à-dire que pour moi, aider les femmes à entreprendre avec ambition et confiance, c'était fondamental. Plus, les aider à entreprendre pour apporter des solutions et créer des emplois dans le domaine de l'environnement. Déjà leur Mm. propre emploi, et puis si tout va bien, encore d'autres en embauchant du monde. Et là, j'avais cette vision il y a 5 ans, que j'ai toujours, hein, où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre les femmes et l'environnement. Et d'ailleurs, il y a d'autres mouvements qui commencent à se créer autour de cette vision aujourd'hui. Mhm. Pour que ça marche, il fallait avoir un modèle économique, genre, enfin, mon parti pris en tant que cofondatrice, c'est qui est resté seule après en unique porte-parole et dirigeante au bout de l'année 1. Donc, ça a été de rendre le modèle économique le plus hybride possible, puisque Mhm. on dépendait en tant qu'association. Ça a été longuement réfléchi comment on se structurait au niveau juridique. Donc, on était une association d'intérêt général et on a créé une SASU euh, qui devenait organisme de formation Calliope et dont l'actionnaire unique était l'association. Donc, vous voyez le montage juridique, enfin, on s'est bien pris la tête, on s'est beaucoup fait accompagner pour décider ça. L'hybride, il tenait dans le fait que l'incubateur, il était porté par l'association, de par son intérêt général, on accompagnait des projets à impact. Donc, ça nous permettait de toucher des subventions publiques et des dons
privés, essentiellement par des fondations d'entreprises. Et l'entreprise, elle vendait justement la formation en leadership environnemental qu'on avait mis au point avec l'aide de Calliope et aussi d'autres services de consulting, et tous les bénéfices étaient reversés à la société. Donc ça, c'était l'idée de départ. Sauf que ça se passait pas, c'était pas facile parce que de un, on avait un triple travail à faire en fait, chercher des clients pour faire marcher la partie commerciale standard, chercher à la fois clients, à la fois sisters à convaincre de rentrer dans ce modèle et à la fois clients pour nos offres de consulting. Et pour convaincre les sisters de suivre notre programme qui était payant, ça coûtait 7 000 € pour un programme de 9 mois avec une dizaine de jours de voilier, avec un incubateur pendant 9 mois, avec du coaching individuel, avec 10 jours de formation en résidentiel dans des lieux dans la nature. Et ben, c'était difficile en fait. Elles trouvaient ça long, cher, et en fait, ça a changé complètement leur comportement. Le fait d'être cliente payant, ça a changé complètement leur comportement dans la structure. Au lieu d'être, comme on l'aurait rêvé, impliqués avec nous dans la réalisation de nos actions d'intérêt général, notamment pendant les épisodes de navigation, on s'est retrouvé face à des difficultés parce que ça les rendait beaucoup plus exigeantes que ce à quoi on pouvait répondre. Ouais, Donc ça a été une des premières limites du modèle économique où les sisters devaient financer un petit peu. Mais en même temps, c'était comme quoi, je fais juste une parenthèse, parce que je pense qu'on va y revenir plus tard. Comme quoi, dès qu'il y a un enjeu financier, que ce soit pour payer ou que ce soit pour recevoir et rentabiliser financièrement une activité, ça crée quand même un bug dans l'entrepreneuriat féminin. Ouais, et je pense que l'entrepreneuriat féminin est particulièrement touché par ça, et que la culture française aussi. En ayant beaucoup vécu à l'étranger, en m'étant moi-même payé un programme à 20 000 €, où j'ai levé des fonds à côté pour le faire, pour partir en Antarctique, justement sur l'expédition dont tu parlais. Moi, ça me choquait pas en fait de devoir payer, et il n'y avait pas d'organisme de formation en Angleterre. Je dépendais de rien. Je pense qu'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire dans Archipster, c'est d'imaginer que tout le monde pensait comme moi en fait. Et ne se mettait pas de barrière. Mais en réalité, il y en avait beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je pense que la barrière de l'argent, elle est importante. On va y revenir. Ouais, et en plus, j'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu Covid, gilets jaunes, prix de l'énergie, grève d'essence. Il y a tout eu en même temps, et on a souffert de tout ça quoi, pour tenir. Si j'en reviens à mon modèle économique, ensuite il y avait les subventions. Et donc là, ça nous faisait travailler énormément. Donc, je vais payer pas mal de monde, déposer plein de dossiers de subventions, rencontrer les personnes clés dans la région, dans le département, dans la métropole. Parce que là, c'était beaucoup de paperasse. Énormément de paperasse. Des fois, on te donne la réponse 1 an et demi après. On te donne 20% que tu avais demandé, et tu dois justifier chaque dépense, justifier chaque action. C'est un calvaire, en fait. Et tout ça pour que des fois, quand c'est refusé, on te dise « Ah oui, mais c'est parce que vous faites payer aussi les candidates. Nous, on peut pas vous soutenir si vous faites payer les candidates, parce que ça montre que vous n'êtes pas d'intérêt général. » On dit « Bah si, on est d'intérêt général. » Et justement, vous nous poussez à nous diversifier financièrement parce que vous dites que les subventions diminuent d'année en année. Donc, comment vous voulez qu'on fasse? Tu vois, il y avait ça. Et du côté des fondations, il y avait d'autres problèmes qui émergeaient. C'est que on nous donnait des tickets de 10 000, de 20 000. Ça nous prenait des mois à les convaincre. Et ils étaient assez exigeants en retour. Donc, il y a un petit peu deux styles d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont nous exiger beaucoup en retour, notamment de la visibilité, parce que elles s'achètent un petit peu une image avec nous sur la double cause de diversité et d'environnement. Et il y a les entreprises qui donnent, mais qui du coup participent pas du tout. Alors que nous, on aurait aimé qu'elles soient partie prenante, qu'elles envoient leurs salariés faire des actions sur le terrain avec nous. Et donc voilà, on s'est retrouvés dans ce triple modèle économique avec beaucoup de difficultés. Et chaque année, ça devenait de plus en plus difficile. Et chaque année, moi, mon énergie, elle diminuait. Mais aussi, mon énergie, elle diminuait du fait que moi, je ne me suis pas rémunérée correctement. Et ça, c'est aussi une leçon que je retire.
Parce que plus ça devenait dur, plus je me disais, mais en plus, je me paye une misère pour faire des trucs de plus en plus durs. Je sentais que des fois, j'ai eu de la tachycardie, j'ai eu des moments où je dormais pas, où j'avais la mâchoire serrée, où j'avais mal au ventre, où je pouvais plus me lever. En fait, ils me ramassaient à la petite cuillère, quoi. Et je me suis dit, mais je mets en péril ma santé. Je vous raconte même pas tous les week-ends et tous les soirs où j'ai pas profité de mes enfants, où j'étais tendue, où je leur criais dessus parce qu'en fait, le travail me pesait trop, quoi. Et j'avais pas le temps de faire ce que je voulais faire. Et donc, et mon couple, il y a même un ami proche qui était membre du conseil d'administration qui m'a dit un jour, je suis étonnée que ton mec il te soutienne encore, quoi. Tellement ça a été j'ai joué comme au poker, j'ai tout mis all in, j'ai Ouais. tout mis tout ce que je pouvais là-dedans. C'est pour ça que je me dis que quand aujourd'hui j'ai pris la décision d'arrêter, bah mon identité elle doit se redéfinir. Mais c'est ok. Et à refaire, est-ce que tu remettrais encore tout dedans? Est-ce que tu irais all in? Bah oui. Ouais, voilà. Bah oui, mais du coup ça répond à ta deuxième question, enfin à ta question d'origine, qu'aujourd'hui je suis vers une forme de sobriété entrepreneuriale Ouais. qui me permet de me guérir entre guillemets de cette exagération de dépenses d'énergie de moi et de mon équipe, hein, puisque j'ai eu des personnes dans mon équipe qui ont souffert aussi mentalement, physiquement de l'intensité euh, émotionnelle de ce qu'on a vécu. Hmm. C'était une aventure complètement dingue. Donc J'adore voilà. ce terme de sobriété entrepreneuriale. Ouais, je sais, sorti comme ça. Ouais. Et c'est très juste parce que moi, je parle beaucoup d'intégrité. Et en fait, c'est vrai que ça revient un peu à ça. Tu redéfinis aussi tes frontières, tes limites, tes critères aussi de ce que c'est la réussite pour toi. Ouais. Ouais. Et Bah, c'est ça. Donc aujourd'hui c'est travailler. Je dirais pas travailler moins parce que je travaille toujours autant parce que j'adore en fait. mhm, Mais qu'aujourd'hui, le temps que je prends à à cultiver les contenus que je vais vendre cher, eh bien, c'est du temps de travail. C'est-à-dire mhm. lire un bouquin, regarder un documentaire, réfléchir, écrire. Et ben en fait, j'accepte que c'est pas un hobby, c'est pas du temps perdu, que c'est au contraire un temps que au plus je le cultive, au plus j'aurai des contenus qui sont innovants, qui apportent des solutions aux gens qui veulent les entendre en fait. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Ouais. Et puis, je pense que tu dis aussi quelque chose de clé là, c'est dire mes contenus à ceux qui ont envie de les entendre. Ouais. Et je vois aussi beaucoup de femmes qui s'épuisent à aller convaincre des personnes qui n'ont pas envie d'être convaincues. Ouais. Donc la barrière de l'argent, on a parlé. Moi, je parle aussi de la barrière des modèles économiques qui, comme ce que tu partages, montre bien que les modèles économiques d'aujourd'hui sont complètement obsolètes et absolument pas soutenants pour une économie beaucoup plus régénérative et environnementale. Ouais. Et Il y a des barrières. Ouais. si je peux rajouter un truc par rapport à ça, c'est que j'avais 6 salariés, 3 alternants et 3 CDI, Mhm. et je prenais une attention vraiment très particulière à les payer bien, limite au-dessus de la moyenne de ce qui s'est fait dans le monde associatif aujourd'hui. Parce que je suis convaincue que si les jobs à impact sont décemment payés, contrairement à ce qu'on entend en général et qui est vrai, hein, quand tu travailles dans le SS, tu vas pas gagner pareil que si tu es banquier. Mhm. Euh, donc moi, je voulais qu'ils soient décemment payés et qu'ils soient en sécurité pour que ça fasse petit à petit bouger la norme de l'emploi vers des jobs à impact. Et ça, c'est aussi un reproche que j'ai eu de la part de certains financeurs publics et privés qui d'ailleurs souvent ne veulent pas financer les frais fixes des structures. Ils veulent que financer des nouveaux projets. Et là aussi, je pense que c'est une erreur que j'ai faite, c'est d'être dépendante de ces financeurs qui disent ah bah oui, si vous faites ça, nous on vous finance. Mais en fait, ils ne financent pas le staff. Il va payer ça, donc tu dois le payer avec, tu finances le staff avec l'argent des sisters. Ouais. Mais du coup, quand il n'y a pas assez de sisters ou que les sisters s'en vont en cours de promo ou qu'elles refusent de payer, enfin, on a eu plein, ou qu'elles ont une maladie ou un divorce, enfin, on a eu vraiment tous les cas de figure imaginables.
et ben, du coup, tu te retrouves en déficit Mm. alors que tu veux bien faire. Ouais, il y a un vrai sujet hein, avec l'argent. Euh, Ouais, mais il y a un surtout en vrai France, sujet hein. avec l'argent. Et surtout en France, parce qu'on a vraiment une barrière culturelle et on voit bien que même si il y a cette tendance à dire on soutient le bien commun, on veut une société plus écologique, plus respectueuse de l'environnement, etc. Mais en fait, dès que tu commences à t'attaquer euh, au bien individuel, Mm. dont l'argent, ça bug. Et pourtant, et alors je dis ça dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que si tu essaies de mettre l'argent dans l'économie à impact solide ou l'ESS, ça bug aussi. La preuve, tu veux bien payer tes jobs à impact, ça bug. Ouais. Tu vois, ça crée des Non, réactions, alors que les gens devraient dire, mais c'est génial, mettons plus d'argent et plus de richesse dans une économie solidaire, sociale et ouais, mais tu solidaire. sais, moi, j'ai pas de problème au contraire, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir le leadership de sortir de la norme parce que la norme Exactement. nous emmène droit dans le mur. Et donc, si on Exactement. n'a pas Bah, le leadership de sortir de la norme a créé toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. oui, et la norme va droit dans le mur. Ouais, Donc, si on exactement. n'a pas des personnes qui prennent des risques professionnels et donc personnels pour inciter la norme à faire différemment, eh ben, on va pas y arriver. Mm. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais aucun problème à prendre ces risques à ce moment-là. Par contre, au bout de 5 ans, stop. Quand ça devient vraiment trop dur, ça suffit. Carrément. Tu vois, ça me fait penser à la conversation que j'ai eue avec Stanislas, le fondateur notamment de la Maison du Bien commun, Ouais, que je crois que tu connais parce qu'il me semble que quand je lui ai dit ton nom, il m'a dit enfin, il te connaît en tout cas. Euh, ça me dit quelque chose. Oui. euh, et, et donc, on a eu aussi un petit peu ce genre de conversation sur le fait d'amener, enfin, tu vois, d'oser assumer la création de valeur, la création de richesse dans une économie pour le bien commun. En fait, il y a une telle scission que, que c'est pas durable. C'est pas durable. Ou alors, il faut complètement enlever l'argent de notre société, mais pour ça, tu vois, quelles sont les étapes en fait? Comment on pourrait passer d'une société aujourd'hui capitaliste à une société sans argent? Ben, moi, une des pistes que je propose, comme je te disais tout à l'heure, le problème est très complexe, donc il y a une complexité de solutions. Et, euh, et une des solutions lesquelles je crois pas mal en ce moment, même deux, c'est de un, le potentiel de la triple comptabilité, où justement tu vas pouvoir mesurer, et ça sera obligatoire et cadré internationalement, non seulement ton bilan financier, comme tu fais d'habitude, mais aussi ton bilan environnemental et ton bilan social. Et à partir du moment où tu mesures et où c'est publiquement visible, que la jeune génération ou les gens qui veulent du sens dans leur métier, ils sont en capacité de voir les résultats de l'entreprise sur la triple valeur, et ben on pourra faire bouger le système. Ça, c'était mon premier argument Mhm. face aux chefs d'entreprise avec lesquels je travaille. Et il y a un autre argument que j'apprécie beaucoup. Quand j'étais avec Archip Sisters, je faisais partie du mouvement Impact France, qui fait du lobby auprès du gouvernement pour un petit peu contrebalancer le MEDEF. Et il y a un des sujets sur lesquels il travaille qui est les avantages fiscaux pour les entreprises à impact. Donc, ça peut être entreprise à mission, ça peut être l'agrément ESUS, ça peut être des euh, l'entreprise de l'ESS, qui est aussi un statut juridique particulier. Mhm. Eh bien, qu'ils aient des avantages fiscaux, qu'ils aient des avantages en termes de subventions publiques pour avoir un accès privilégié, qu'ils aient des avantages en termes de d'accès, je me rappelle plus le troisième levier, mais que ça pourrait vraiment changer la dynamique collective dans laquelle nous sommes, en tout cas Mhm. entrepreneuriat. Moi, je crois beaucoup à ça et je pense que ça va arriver relativement vite. Euh, et que si on a notre crise qui arrive, et ça va arriver dans pas longtemps, qu'elle soit sanitaire, environnementale, politique ou autre, ça Ou tout ça en fera même que temps. accélérer, ça fera que accélérer notre transition. Qu'elle soit idéalement
faudrait qu'on arrive à le faire de façon voulue. Mais je suis pas sûre que l'humain dans le système capitaliste en soit capable. Mm. Non, mais de toute façon, voilà, on est vraiment dans une fracture à beaucoup d'endroits, et c'est une très bonne nouvelle. Euh, alors je reprends un peu mes notes pour pas trop m'écarter des sujets qu'on avait, voilà. Donc ouais, pour continuer, donc tu es ce que j'appelle une entrepreneur par rébellion. Parce que, parce que tu es devenu entrepreneur par réaction au milieu de la recherche qui ne te convenait pas. Et est-ce qu'il y aurait d'autres apprentissages que tu aimerais partager sur ton parcours de femme engagée, en plus de ce qu'on a évoqué? Tu me disais aussi que tu disais quand tu étais jeune que tu voulais pas travailler avec les humains. Bah ouais, moi j'étais fascinée par les animaux depuis toute petite, hein. Mais pas le côté fasciné par les animaux où je veux leur donner à manger, les attraper, les caresser, les garder pour moi. Pas du tout. Ouais. Moi, je voulais vraiment, je passais mon temps, je m'asseyais à côté de n'importe quel animal et je le regardais pour essayer de comprendre son comportement. Et pas juste son comportement, genre éthologie, mais son comportement dans son milieu, avec les autres individus, ses décisions et ça m'a fascinée. Et donc, quand les gens de mon entourage, ils ont vu que j'étais fascinée par les animaux, ils m'ont poussé pour que j'aille faire un stage chez un vétérinaire. Et là, ça a été la déception ultime. Hmm. C'était horrible. J'ai travaillé sur des stérilisations toute la semaine, des accidents de voiture avec des animaux de compagnie qu'on devait réparer et des traitements d'obésité. C'était vraiment les animaux qui subissaient les caprices des humains. Et je Hmm. me dis, mais moi, j'étais fan de documentaires télé. Je voulais travailler sur les animaux dans leur milieu. Donc, c'est Ouais, petit à le petit comme ça que sauvage. je suis arrivée à la fac et dans la recherche. Et à cette période-là, je me suis dit, mais je veux jamais travailler sur les humains, en fait. Avec les humains, les animaux, ils sont plus, comment dire, moins compliqués, plus authentiques, et ils ont des besoins proches de notre système Terre, quoi. Hmm. Et puis au final, ce que j'ai fait avec Earthship Sister, sans m'en rendre compte, c'était que de l'humain. C'était gérer de l'humain qui a de l'ambition, qui a peur aussi du monde de demain, de l'humain et de l'humaine, Hmm. qui ose se lancer en collectif et qui découvre plein de trucs, plein de gens, qui découvrent de prendre le large en bateau. Ouais, et ça a bouillonné d'émotions dans tous les sens, quoi. C'était extrêmement fort. Hmm. Donc voilà, sans le savoir, je me suis lancée dans un truc que j'avais dit que je ferais jamais. Mais c'est aussi parce que je sais pas comment dire, de mon histoire familiale, j'ai une valeur indépendance qui est très forte, j'ai une valeur liberté qui est très forte et j'ai une valeur optimisme pour laquelle j'ai vu les limites d'ailleurs. Je pense qu'il y a certaines fois où j'étais trop optimiste sur la réussite de certains objectifs qu'on se fixait, sur donc dans plein de cas, ça nous a sauvés, ça nous a permis de dépasser des montagnes. Et dans plein de cas, ça nous a fermé des portes en fait, parce que j'aurais peut-être dû faire des scénarios plus réalistes, c'est trop optimiste. Hmm. Mais bon, c'est un peu ma signature. Oui, et puis à chaque fois qu'on est d'un côté du revers de la médaille, on a aussi à expérimenter l'autre, l'envers, l'envers de la médaille. Ça fait Mm. partie de l'apprentissage. Tu Ouais, me disais puis aussi. Ouais, vas-y. si je peux me permettre, il y a il y a un truc aussi qui m'a frappé dans le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on a attiré beaucoup de personnes, aussi bien dans les participantes au programme que les personnes qui voulaient travailler avec nous, des personnes qui ont qui sont des moutons à cinq pattes. On en rigolait beaucoup entre nous dans l'équipe. On était une vingtaine à la fin. Euh, des gens qui sont capables qui ont une capacité de travail, une capacité intellectuelle, une intelligence émotionnelle très forte, et peut-être au potentiel. Je sais pas, j'en ai connu certains qui le savaient, mais pas tous.
Donc ça, d'un côté, c'est vraiment des très fortes compétences. Et ça, on n'a jamais lutté pour recruter. On a toujours eu beaucoup de gens qui candidataient à nos offres d'emploi. Et d'un autre côté, on a catalysé aussi beaucoup de gens hypersensibles, avec beaucoup de peur sur l'avenir. Et comme on combinait les deux causes, la cause de la lutte pour la protection de l'environnement et la lutte pour l'égalité femmes-hommes, on avait des gens avec une charge émotionnelle très très forte. Et c'est ça aussi qui a rendu la gestion de nos aventures collectives difficile. C'est parce que parfois, il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de peur, beaucoup de colère, de tristesse par rapport à ces causes-là, qui se cristallisaient dans des discussions beaucoup trop longues par rapport au timing qu'on avait, ou beaucoup trop intenses par rapport à ce qu'on était capable de gérer. Et ça a rendu les choses à la fois au niveau, c'était vivant, quoi. C'était très fort, mais c'était dur. C'était extrêmement dur à gérer. Ouais, est-ce que ça a amené une forme d'impuissance pour enfin, la charge émotionnelle, est-ce qu'elle est liée aussi à cette notion, à cette impuissance qu'on peut ressentir face à ces enjeux, face à... Je pense qu'elle est liée, elle est liée à l'impuissance que tu ressens, mais elle en génère pas, parce qu'on était tous et toutes là pour l'action. Au contraire, vous étiez là pour empuissancer. On avait la niaque, on l'a toujours. Mais tu vois, là, c'est intéressant parce que je fais le parallèle avec l'investissement des 7 000 € nécessaires pour rentrer dans le programme. Et finalement, toutes les résistances que ça peut générer, ça montre aussi les endroits où les personnes ne sont pas prêtes, tu vois, à passer vraiment à un prochain niveau de puissance, parce que l'investissement, ça représente aussi ça. Et en même temps, et donc, je te disais qu'on a eu beaucoup de difficultés parfois pendant le programme. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un article avec notre responsable pédagogique pendant les 5 ans, qui a sur les limites de la sororité. C'est que on a vraiment vu. Je voulais t'en parler de la sororité. Ouais. On a vraiment vu des comportements, peut-être typiques de l'entrepreneur féminine qui remet en question les choses parce qu'elle a peur et qui s'oppose parce qu'elle a peur et qui à la fin du programme, une fois que toutes ces difficultés étaient derrière nous, nous dit en fait franchement ce que vous avez fait c'était dingue et je pense qu'il va me falloir plusieurs années pour comprendre les implications. Ouais. Et je pense que j'ai découvert plein de trucs et j'aurais jamais pu trouver ça ailleurs. Et elle te dit ça après et tu te dis bah oui mais nous quand même ça fait 5 ans qu'on fait ça, on s'est cassé la tête et il faut juste faire confiance au processus. Au process, ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la sororité? Parce que d'un côté, je pense qu'en tant que femme, c'est peut-être un de nos besoins les plus profonds, parce que c'est une grosse blessure, la sororité. Et d'un autre côté, pour recevoir le soutien de cette sororité, ou pour prendre sa place dans la sororité, il faut aussi beaucoup de travail sur soi. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai tellement à dire sur tout ça. Je pense que la sororité, elle est fondamentale pour, en petit groupe de femmes avec un objectif commun. Pour nous, c'était d'entreprendre et de protéger l'environnement. Il y a quelque chose qui clique tout de suite. On a eu des groupes de 17 jusqu'à 17 femmes en même temps. Il y a quelque chose de très fort qui se crée tout de suite en collectif. Mais cependant, ça ne veut pas dire que pour chaque femme, la sororité est acquise instantanément. On a aussi eu des femmes qui disent mais attendez, vous faites comme si vous étiez toutes copines là, mais en fait moi je suis pas prête. Et ça c'était assez dingue aussi d'observer les différences. On a aussi eu beaucoup de postures de. Et puis on n'est pas forcément là pour être copine d'ailleurs. Hein. On n'est pas là pour être copine, mais c'est vrai que la barrière personnelle, elle a été éprouvée. On avait du mal à ne pas la transgresser. Il y a aussi eu des caractères forts qui ont souvent, une fois que le groupe est bien formé, pris le lead dans le groupe
des caractères. Il y a eu des boucs émissaires aussi dans les groupes. C'était terrible à observer. Il y a eu des personnalités négatives qui faisaient partir le groupe en spirale négative. Et il y a eu des caractères positifs qui faisaient partir le groupe en spirale positive, mais vraiment, c'est de la dynamique des populations féminines, comme les dynamiques des populations d'Albatros, quoi. C'était extrêmement intéressant. Et en même temps, nous, on était l'équipe. On a souvent été mis dans le dehors, peut-être inconsciemment ou involontairement par le collectif des sisters, qui était tellement soudé entre elles qu'elles se sentaient différentes de nous et qu'on pouvait pas comprendre leur posture. Et donc c'est là que je trouve qu'il y a des limites et que au final, je pense que la sororité est nécessaire pour faire ressortir les freins très forts que certaines peuvent avoir, notamment celles qui ont subi des choses très dures dans leur enfance. Je vous laisse imaginer. Ou alors des blessures professionnelles précédentes, puisqu'il y a de plus en plus 95% des femmes qui venaient vers nous, elles étaient en transition professionnelle, hein, parfois post-burnout, parfois pré-burnout. Par contre, je pense que cette sororité, elle n'est pas la solution aux problèmes de l'humanité, comme j'ai pu le croire à une période. C'est forcément la diversité qui est la solution. Oui. Ça apparaît comme une évidence aujourd'hui. Bien sûr, c'est l'union, la réponse. Mais pour passer à l'union, voilà, et pour passer à l'union ou à la réconciliation, il y a besoin de guérir ce lien de sororité et de fraternité. Complètement. Et c'est pour ça que je te disais en off avant qu'on commence, je rêvais, j'aurais jamais eu le temps de le faire, mais je rêvais de lancer les Hershey Brothers. Ouais. Parce que aujourd'hui et depuis quand même pas mal de temps, des décennies, les femmes, elles ont la capacité de parler de leurs problèmes, même si elles n'arrivent pas à mettre les mots sur leurs besoins ou la conscience sur leurs besoins. Elles ont des cercles d'amitié fortes, des cercles de sororité comme on a pu le créer ici, alors que les hommes, je crois pas qu'ils ont la possibilité de parler vraiment d'eux-mêmes, de leurs peurs, de ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense que c'est peut-être la prochaine étape pour faire avancer le monde. Oui, il y a encore beaucoup de frilosité pour les hommes, beaucoup de pudeur, à parler de leur sphère émotionnelle. Mais il y a quand même de plus en plus de cercles d'hommes qui se créent. Et donc pour moi, que ce soit la fraternité ou la sororité, les programmes où c'est 100% d'un sexe permettent d'aborder des sujets très en profondeur en étant pleinement soi-même. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et après, les solutions, on doit les porter ensemble. Et je pense que c'est voilà les déséquilibres qu'on a pu connaître, ça c'est aussi parce que il y a des limites à la sororité. Trop de femmes, ça c'est trop d'émotions, trop de questions trop problématiques. On aurait peut-être pu rééquilibrer s'il y avait eu une promo de mecs en même temps avec qui on se mixait de temps en temps. Ça aurait été marrant. Ouais. Et je pense alors bon bah c'est aussi mon expérience de coach et d'accompagnante j'ai eu plusieurs fois des groupes de femmes, donc je reconnais tout ce que tu dis. Pour moi, il y a aussi un facteur qui est hyper important, c'est notre alignement à nous dans notre posture et dans notre leadership, parce qu'il faut tenir cette sororité. Il faut faciliter aussi les miroirs qu'on est les unes envers les autres et savoir recruter des personnes qui vont être en mesure de voir la vérité. Et je pense que c'est ça le plus difficile. Et ouais, mais là encore, on a eu les freins de notre modèle économique. Nous, on devait recruter des personnes qui avaient envie d'entreprendre dans l'environnement, qui avaient la capacité de payer le programme et de le commencer au moment où ça commençait. Et donc, c'était peut-être notre offre, elle était trop étroite entre guillemets pour ces personnes-là. Et pourquoi vous n'avez pas fait une offre, on va dire premier niveau d'engagement, type séminaire ou un peu comme Ticket for Change, tu sais, avec leur tour. Voilà, une offre, tu vois, plus ponctuelle sur 2-3 jours. C'est un peu le fruit de ma vision, c'est-à-dire que moi, je voulais pas qu'on se crache la surface. Je voulais pas juste qu'on gratouille la surface, je voulais qu'on aille en profondeur dans le changement systémique de la personne et de
son envie de créer une activité professionnelle. Ouais. Si on fait un petit truc de 3 jours, tu ressors. Bah, bien Tu sûr, ressors avec de l'inspiration, mais comment tu te mets en marche? bien sûr. Mais peut-être que les personnes, et je pense que dans la cause environnementale, on est aussi confronté à ça, c'est préparer les personnes vraiment au changement. Tu vois, enclencher le changement, et il y a peut-être d'abord des phases d'éveil de conscience, d'éducation, Oui, d'information. bah, tu vois, c'est quand on a vu on tenait plus là économiquement, ça a été le premier scénario évoqué. Hein. C'était de faire des offres à tiroir que tu combines en fonction de ton avancée. Ouais, Et au final, notre métier, il aurait complètement changé. C'était beaucoup plus commercial. Ça allait ouais. devenir beaucoup plus de commercial, beaucoup plus lourd que en fait de l'accompagnement. Mm. Et Donc on s'est oui. posé ces questions. Et alors, je reviens sur mes notes. Mhm. Euh, Oui, d'ailleurs, Ah, il y a un truc aussi il y a un truc que je voulais rajouter qui est très important. Ouais, On a parlé donc de sororité, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de relations à l'argent. Et ben en fait, je pense que là, quand on a décidé d'arrêter notre activité, c'est parce qu'on n'a pas recruté assez de sisters pour justement faire entrer ce volet du modèle économique chez nous euh, de clientèle directe. Mais c'est aussi parce que on était en pleine crise énergétique et il y avait une grosse grève aussi des stations essence là à cette période-là. Mm. Et je pense que c'est beaucoup plus risqué pour une femme d'entreprendre que pour un homme aujourd'hui. Surtout quand elle est en transition professionnelle, qu'elle a des enfants à gérer, et parce que les femmes ont moins de Ouais. moyens au départ et je trouve que c'est un plus gros pas pour elles de se lancer que pour un homme. Et ça, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Ouais. Mais on est complètement sur la question d'empuissancement, hein, et je pense que la problématique que ça révèle, elle est hyper importante pour les femmes qui nous écoutent autant que pour les hommes, de comprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière ça, derrière cette notion d'empowerment, d'entrepreneuriat, d'argent, de capacité à investir, de capacité à se relier, à s'entourer, à recevoir du soutien. Mm. C'est tout ça, ça vient vraiment toucher des enjeux qui sont beaucoup plus profonds qu'on ne le pense, en fait. Bon, Et la capacité des femmes, ou pas, à s'autoriser ça. c'est ça. J'ai plusieurs sisters qui m'ont dit, moi, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait de ma vie, participer Ah ouais. là-dessus. Et Et ouais. Alors ça, ça n'a je pas de l'entends prix, en très fait. souvent. Ça n'a pas de prix, et puis c'est pas un cadeau qu'on se fait. Enfin, tu vois. Et ça, je l'entends tellement dans la bouche des femmes ah ben allez, en fait, je me fais ce cadeau. Mais en fait, c'est pas un cadeau. C'est un investissement. Tu vois. Et là, je pense qu'il y a une vraie différence de mindset avec les hommes. Bon. Ah ouais, c'est clair. Jamais j'entends un homme dire j'investis dans un programme pour me faire un cadeau. C'est clair. Oui, c'est Tu parce vois. qu'on n'accepte pas. Je me mets aussi avec elle. Hein, on n'accepte pas de s'accorder du temps. Ouais, et puis d'investir en soi aussi. Tu En vois, c'est si j'investis 7 000 € dans ce programme de leadership pour les fins d'incubateur pour les entrepreneurs de l'environnement, c'est parce que je crois en moi, c'est parce que je crois en ma vision, c'est parce que je crois en mon projet et parce que c'est non négociable. Et ça, ce mindset-là, il est vraiment dur pour les femmes. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'enjeux personnels aussi, il y a l'image aussi qu'on va refléter à l'extérieur. D'ailleurs, les albatros, est-ce qu'ils vivent... Enfin, tu vois, est-ce que les sexes sont séparés ou comment ils vivent en fait? Est-ce qu'ils vivent en famille, fait. en... Alors, les albatros, ben, ouais, ça fait rire les gens quand je dis qu'ils nous ressemblent pas mal en termes démographiques. Euh, Il y a 22 espèces d'albatros dans le monde. Hmm. Il y en a 18 qui vivent dans l'océan austral, donc tout autour de l'Antarctique, sur les îles où il y a beaucoup de vent, c'est les oiseaux les plus grands du monde. Ils ont une Hmm. envergure jusqu'à 3,70 m. Je vous laisse réfléchir à ce que ça représente, 3,70 m, C'est énorme. Hmm. pour réaliser. Donc, c'est très, très loin des goélands. Euh, et, euh, et donc, les mâles et les femelles n'ont pas de différence physique visible à l'œil nu ou à l'œil non expert. Euh, Ils partagent les tâches à 50%. Hmm. C'est-à-dire que quand la femelle pond son œuf unique,
Le mâle prend le relais pendant lequel elle va se nourrir en mer pendant peut-être une dizaine de jours. Le mâle y jeûne et la femelle revient ou pas. Si elle revient pas, il abandonne, puis c'est pas grave. Si elle revient, enfin, quand elle revient, elle est toute propre, elle a bien mangé, elle est prête à jeûner à son tour pendant 10 jours. Et le mâle peut partir se nourrir, faire sa toilette et accumuler des réserves pour le prochain round. Donc, il y a un vrai partage à 50% des tâches jusqu'au bout, jusqu'à ce que le poussin s'envole. Pour les espèces les plus grandes, ça peut durer 11 mois, cette phase d'aller-retour entre les deux parents. Et puis, une fois que le poussin s'envole, il part pour une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il va il va se balader en mer, faire le tour de l'Antarctique, se poser, dormir en mer, manger en mer, et revenir là où il est né seulement au bout de 10-15 ans. Donc, sa première reproduction peut... Pardon? Ils partent tout seuls ou ils sont en groupe? Alors, ils partent au même moment. Ils peuvent faire des radeaux au large, un petit peu comme on voit sur tous les oiseaux marins quand on navigue. Ils s'accumulent tous ensemble à la surface de l'eau. Et après, ils suivent les vents. Donc, je pense qu'ils voient toujours des congénères. Et surtout, dès qu'ils voient un bateau, ils vont voir ce que c'est. Parce que si c'est un bateau de pêche, ils peuvent peut-être avoir à manger gratos, au risque de se faire attraper et tuer par un bateau. Ouais. Et donc, cette démographie-là, d'avoir un poussin tous les 2 ans, se reproduire à 15 ans, vivre jusqu'à 60 ans, partager les tâches, et ben moi, ça me fait penser aux humains. Et donc, je leur raconte aussi que les 3/4 de ces 22 espèces d'albatros, elles sont en danger d'extinction, dont certains en danger critique. Pourtant, elles vivent à l'autre bout de la planète. Donc, c'est pour expliquer petit à petit que la plupart des pressions humaines qu'on donne, que j'ai cité tout à l'heure, les 5, que les humains pressurisent la biodiversité jusqu'à la 6e extinction de masse qui est en cours, après celle des dinosaures. Eh bien, les albatros, ils la vivent de plein fouet, alors qu'ils sont à l'autre bout de la planète. Et donc, moi, je trouve ça hyper symbolique, en plus de leur beauté. Donc, je cite souvent le poème de Baudelaire. Les ailes de géant l'empêchent de marcher. Je trouve ça hyper puissant. Et moi, je trouve que c'est nos cerveaux de géants qui nous empêchent de changer. Et qu'est-ce qui pourrait nous apprendre sur comment faire face aux enjeux actuels? Comment ils s'adaptent? Comment tu vois, j'imagine qu'ils sont dans une résilience. Est-ce qu'ils changent leur comportement? Alors, ce qu'on peut apprendre des albatros, il y a plusieurs choses. Tu me demandais tout à l'heure comment ils vivent. Ils sont grégaires, mais pas sociaux. C'est-à-dire que ils vont, quand ils sont en période de reproduction, ils vont tous venir sur des îles au même endroit chaque année, à une distance de coups de bec chacun les uns des autres. Donc c'est comme ça que les colonies d'albatros, comme beaucoup d'oiseaux marins, se constituent. Ils se servent des informations les uns des autres, puisque quand ils voient que quelqu'un a bien mangé, ils vont partir dans la même direction. Enfin, je pense qu'il y a une forme de communication. Il y a une forme de qualité aussi, c'est-à-dire que les individus de moins bonne qualité, entre guillemets, vont être repoussés en bordure de colonie, là où les probabilités de succès reproducteur sont les plus faibles. Et il y a aussi des notions de personnalité qu'on découvre de plus en plus. C'est-à-dire que tu as des individus avec un comportement beaucoup plus... alors en anglais, on dit bold. J'arrive pas à le traduire à part couillu. T'as des personnalités beaucoup plus preneuses de risques et t'as des timides. Donc ça, tu le vois quand tu les manipules pour leur poser des GPS ou leur faire des prises de sang. Tu vois qu'il y en a qui défendent leur nid, il y en a qui bougent pas, il y en a qui sont tétanisés. Mais ça se ressent surtout face aux pressions humaines, et la plus grave, c'est celle de la capture accidentelle dans la pêche au thon. Ils se font attraper sur les palangues. Sur les palangues, ce sont des grandes lignes de plusieurs kilomètres de long avec plein d'appâts et plein d'hameçons et des appâts dessus pour attraper donc des thons et des espèces à haute valeur commerciale dans l'océan austral. Et là, les albatros, ils se font attraper par erreur parce qu'ils veulent manger l'appât. Et donc, tu te rends compte qu'il y a un certain nombre d'individus, ça a été publié récemment, qui ont un comportement plus bold, qui arrivent à s'en sortir mieux que les autres
face au risque de mourir dans la pêche industrielle. Tu te rends compte aussi qu'il y a des changements d'utilisation des vents, des changements d'utilisation des zones marines, puisque la température se réchauffe beaucoup aussi dans l'océan austral, et ça change la capacité pour eux à attraper la nourriture. Donc, tu vois qu'il y a des adaptations comportementales fortes, mais il y a quand même sur un albatros, il y a un temps de génération d'une trentaine d'années, contrairement à un virus qui fait, je sais pas, une trentaine de jours au pire. Et donc, la capacité d'adaptation, elle est liée au temps de génération et elle sera forcément plus difficile vu la vitesse des changements qu'on fait sur notre planète pour des espèces qui vivent longtemps que pour des espèces qui vivent, qui ont un temps de génération très court. Donc, j'ai pas non plus des espoirs de dingue quant à la survie des 22 espèces. Mais bon, on va voir ce qui se passe dans les 10 prochaines années. Ça va être décisif. Oui, et puis c'est un peu la question de toutes les espèces, en fait, nous y compris. Ouais, mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les colonies d'albatros. J'ai fait deux saisons de 3 mois où j'ai été tous les jours, toute la journée. Et je pense que c'est des moments où j'ai été le plus heureuse de ma vie. Vraiment. Parce que je vivais avec rien. J'avais un peu de nourriture dans des bidons. On était 3 ou 7, suivant les missions. On buvait l'eau de la rivière. On se lavait dans la rivière à 4 degrés et on avait juste un téléphone satellite pour savoir si la météo était pas trop mauvaise demain ou s'il y avait des messages importants. Mais je trouve que ils ont une simplicité. Enfin, la nature, en général, les albatros, ils sont tellement beaux qu'ils ont une capacité à transmettre les émotions. Mais la nature, en général, a une simplicité, un bon sens, une circularité native et une utilisation de l'énergie extrêmement faible. C'est-à-dire, je lisais dans un bouquin que on n'a toujours pas scientifiquement élucidé comment un arbre fait monter autant de litres d'eau dans ses branches avec l'énergie de la lumière. Et donc, on a tellement à apprendre de cette simplicité, y compris dans nos modes de vie, dans ce qui nous rend réellement heureux aujourd'hui. Moi, c'est ça que je prône. Je l'ai ressenti tellement fort et j'aimerais que les personnes, elles arrivent à se reconnecter à ça. Donc, il n'y a pas besoin d'aller sur des colonies d'albatros, mais juste regarder une fourmilière travailler. Regarder on a pas mal en ce moment dans le jardin de menthes religieuses. Prendre une menthe religieuse sur son doigt et regarder comme elle nous regarde. C'est comme elle nettoie ses antennes. C'est c'est ça la vraie vie, quoi. Ouais. Et c'est quoi les clés qu'on peut en ressortir de ça, tu vois, de la nature? Est-ce que c'est la puissance du collectif d'abord? Ah bah il y a plein de Plein de clés. leçons, ouais. Là, je suis en train de relire le bouquin de Pablo Servigne sur l'entraide, où il dit que la théorie de l'évolution de Darwin, publiée en 1859, la seule phrase qu'on connaît tous, c'est la loi du plus fort. Et ça a été très mal interprété parce que ça a constitué dans notre société une recherche permanente de la compétition, alors qu'en réalité, il dit que l'évolution fonctionne sur l'entraide et que c'est même le levier principal. Et donc, ça, c'est extrêmement important, surtout quand on sait que dans un modèle VUCA, donc un monde VUCA, où on est de plus en plus vulnérable, le monde est incertain, complexe et ambigu, on va être face, et du fait aussi qu'on ait dépassé 6 des 9 limites planétaires, on va avoir des crises de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses. Et c'est l'entraide qui va faire qu'on s'en sort. C'est pas la compétition. Parce que moi, si c'est la compétition qui gagne et qu'on a des riches barricadés avec 90% des ressources du monde, bah, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Donc, il y a plein de gens, en plus de ce livre que je te cite, qui travaillent sur ce que tu peux apprendre en termes de management, du fonctionnement de l'écosystème. Il y a la stratégie du poulpe, il y a, moi, j'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque. Et il y a aussi beaucoup de travail sur le biomimétisme, sur comment tu peux t'informer du fonctionnement de la nature pour créer des technologies, mais pas que, mais aussi des systèmes, des fonctionnements qui sont propres à ça. Et là, il y a plein de solutions. C'est un champ extrêmement intéressant. C'est passionnant. C'est passionnant et alors,
moi, mon désir le plus profond, c'est que tout ça devienne la norme et que tout le monde s'ouvre en fait à ces possibilités et qu'on soit tout en quête de faire de l'entraide, la collaboration, la co-création et le partage aussi des richesses. Mm. Un peu le cœur de nos missions. Et ça commence par se respecter soi-même. Exactement. Ouais, exactement. Et bien sûr, on peut pas, c'est incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Hein. Ça passe d'abord par soi. J'ai une amie qui disait il faut se hâter lentement. C'est joli, c'est joli. Alors je sais que ton temps est limité ce matin, enfin cet après-midi. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à cette conversation pour qu'elle te semble complète par rapport à l'intention que tu en avais au départ, Déborah? Bah, je pense qu'on a dit pas mal de belles choses. Je pense que c'est intéressant. Enfin, j'espère que les gens trouvent ça intéressant à écouter. Oui, j'espère aussi. On n'a pas parlé de ma rémunération, du fait que je me payais pas à ma juste valeur, Oui. qu'on me reprochait aussi d'avoir une autre activité à côté, alors que c'est ça qui me sort aujourd'hui. Oui. Pas sûr qu'il y en ait besoin, à toi de choisir. Bah, pour moi, c'est un sujet à part entière, hein, cette barrière de l'argent. On l'a évoqué de différentes facettes et on voit bien qu'il y a un nœud à cet endroit-là, que c'est un nœud dont on parle beaucoup aussi dans le podcast. Tu verras dans cette saison 2 les autres femmes que j'interviewe. Il y a toujours le sujet de l'argent qui revient à un moment donné, qui est lié aussi effectivement à cette notion d'autorisation. À notre intégrité, à savoir se mettre en premier, à savoir recevoir, mais aussi aux barrières culturelles, aux barrières collectives qu'on a encore dans notre société, dans notre culture française en tout cas. Mais il faut faire bouger ces lignes-là. Il faut faire bouger ces lignes-là, et pour moi, c'est une des missions de l'entrepreneuriat féminin. Et ouais. Voilà, cette quête de réconcilier la richesse et l'environnement, pour résumer. Ouais, c'est bien dit. Ouais, enfin tu vois, et ça allie aussi bien le je et le nous, en fait. Voilà. Et c'est marrant parce que tu me demandais de chercher aussi ce qui lie les albatros et les entrepreneurs. Ouais. Et il y a un truc que je me suis noté, c'est que à l'instar de la nature, les albatros dégagent une puissance simple. Oui. Et je pense que c'est ça aussi le challenge de l'entrepreneur du monde de demain. Alors la femme évidemment, mais l'homme aussi, de dégager une puissance simple Ouais. face à la complexité des challenges qui arrivent devant nous, qui ne doivent pas être vus comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une raison de se challenger et de faire autrement. Oui. C'est pour moi le véritable leadership. Tu vois, cette puissance Exactement. simple, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, cette puissance intérieure. C'est une notion de pouvoir personnel aussi et savoir concilier moi et l'autre et la terre. Le leadership environnemental, comme tu disais, voilà, c'est... Merci d'amener cette notion. J'avais effectivement relevé la puissance simple, j'aime beaucoup. Et ça peut être la leçon pour terminer. En gros, passer au prochain niveau de puissance. Parce qu'on a besoin de ça. En restant simple, bien sûr. Oui, c'est la puissance intérieure. C'est pas la puissance de l'ego ni la quête de pouvoir. Mais c'est, je pense, moi aussi la clé pour notre survie. Oui, à la recherche de la puissance simple. Je pense que ça peut être mon dernier mot. Magnifique. Et ça sera peut-être le titre de l'épisode, on verra. Un grand merci, Déborah. Merci à toi. Pour ce que tu nous as transmis aujourd'hui. J'ai 2 petites questions pour terminer, si c'est OK pour toi. Oui. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Je sais pas si tu vas arriver à le choper, mais j'aimerais bien entendre Mathieu Dardaillon. Ouais. Je me note. Justement, le fondateur de Ticket for Change, qui m'a
m'inspire énormément, qui est justement en phase d'exploration, là, qui a lâché la direction, pour Ouais, aller il est chercher de nouvelles idées. Hmm. C'est excellent. Il est trop fort. Merci beaucoup pour cette idée. Et enfin, ma dernière question, avec quoi toi tu repars de notre conversation? Bah, écoute, moi, je repars avec de la douceur, de la sagesse, et puis c'est vraiment, hop, j'ai vraiment ce geste de la page se tourne, je Hmm. construis maintenant autre chose et je me sens bien. Hmm. J'ai écouté tes podcasts quand j'allais pas très bien et ça m'a fait du bien d'entendre des autres histoires d'entrepreneurs. Et donc là, je me sens bien. Hmm. Merci beaucoup Déborah et bravo d'avoir eu le courage d'arrêter aussi Earthship Sisters et on espère que tu reviendras dans le podcast pour nous raconter la suite de tes projets. Voilà. Et bien évidemment, Avec grand plaisir. j'invite les auditeurs à te contacter pour faire appel à tes expertises en tant que consultante, en tant que conférencière, et puis toute ta richesse intérieure que tu peux transmettre. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.